Allez, c'est parti, on attaque la suite de l'exercice de mécanique énergie d'un système en mouvement que je t'ai proposé en résolution dans une première partie, dans une première vidéo. Voilà l'exercice. Alors j'espère que tu as vu la première partie de la résolution. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller le voir avant d'attaquer la suite. Et nous, on attaque dans le vif du sujet directement. Modélisation de la première phase du mouvement par une chute libre. Alan Eustace atteint un point B d'altitude ZB après 50 secondes de chute. Durant cette phase du mouvement, l'hypothèse est faite que la seule force s'exerçant sur le système est le poids. Dans ce cas, on peut montrer que la chute est verticale. Donc ça, en fait, ils te disent on peut montrer. Bon, là, c'est l'hypothèse du poids. Ils te disent on peut montrer, mais on va pas le faire. Mais grosso modo, on peut le faire. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait en méca, en spé chimie terminale. On utilise justement toutes les lois de la mécanique pour montrer que la chute est verticale, pour montrer l'expression de la vitesse en fonction du temps, parce qu'ils te disent on peut montrer que la chute est verticale et un logiciel de simulation permet d'obtenir la courbe donnant la valeur de la vitesse en fonction du temps. Mais ça, on peut le refaire en fait à la main nous-mêmes et c'est ce qu'on fait en terminale, en mécanique, dans les gros chapitres de méca. Voilà. C'est les gros chapitres. Je souris parce que je sais que c'est les gros chapitres. Les élèves de première ne s'en rendent pas toujours compte, mais c'est vraiment les gros morceaux qui vont impacter énormément tes moyennes sur les 2 premiers trimestres et donc qui vont impacter ton parcours sup. Ça, c'est réel. Montrer que ce modèle n'est pas compatible avec la donnée du texte introductif relatif à la vitesse maximale atteinte. Donc là, en fait, il faut se souvenir du contexte, il faut se souvenir des éléments d'information dans le texte. Et on nous disait effectivement que après 50 secondes de chute, l'Américain atteint une vitesse maxi de 1322 km/h. Et nous, ici, on va pas être à 1322 km/h. On va comparer justement ça. Donc, je vais commencer par rappeler en fait l'énoncé. Donc, l'énoncé nous dit que la vitesse à t égale 50 secondes égale 1322 km/h. Alors, première chose que je vois, c'est que nous, dans l'énoncé, il parle en km/h. Et par contre, sur le graphe ici, il parle en mètres par seconde. Donc, il va falloir convertir soit des mètres par seconde au km/h, soit des km/h au mètre par seconde. Parce qu'il va falloir comparer les valeurs, en fait. Donc, comment on convertit des km/h au mètre par seconde? On divise par 3,6. Ça, il faut savoir faire. Les conversions d'unités, très important, notamment pour l'année de terminale. Tu as besoin de savoir convertir tes unités. Très important aussi d'utiliser le bon nombre de chiffres significatifs. Bon, là, on va garder 4 chiffres parce que c'est les chiffres de 1322 qui nous intéressent. 3,6, c'est juste un paramètre de conversion. Donc, il n'y a pas de chiffre significatif pour 3,6. Donc, ça nous fait 3,672 fois 10 puissance 2. 3,672 fois 10 puissance 2 mètres par seconde. Voilà. Or, graphique. Que nous dit le graphique? Alors pareil, très important d'apprendre à présenter les informations sur ta feuille, sur ta copie, à présenter tes idées, et puis à savoir bien agencer tes idées. Donc V modèle. Voilà, V modèle à t égale 50, parce que c'est la vitesse issue de la modélisation. À t égale 50, donc on utilise le graphique, voilà, ici, on est à peu près sur cette graduation. Alors c'est quoi? C'est 420, 40, 60, 80, 500, ouais c'est ça. Environ 480. 480 mètres par seconde. Voilà. Et de conclure ici que 3,6 fois 10 puissance 2, c'est pas la même chose que 480. En fait, on a un certain écart. On pourrait même calculer l'écart relatif. Ah non, il nous le demande après. Proposer une hypothèse. Non, après, il nous demande l'hypothèse. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est que c'est vraiment pour la question 2.1 qu'on va aller se faire un petit calcul d'écart relatif, d'accord? On va se faire un calcul d'écart relatif. Donc, écart relatif entre la valeur théorique, la valeur réelle, et on rapporte ça à la valeur réelle. Ok, notre valeur de référence, c'est la valeur réelle, c'est pas la valeur théorique. Alors ça fait quoi ça? 480 moins 367 quoi grosso modo. Divisé par, bon je vais mettre vraiment 367,2. Ok, 367,2. Attention à la syntaxe, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, un point qui n'a rien à faire là. Voilà. Ah ouais, wow, quand même. On a un écart relatif qui est de environ, alors avec 3 chiffres, 3,07. 3,07 fois 10 puissance moins 1, soit, si tu multiplies par 100, ça te fait quand même du 30,7% d'écart. C'est énorme.
Je te rappelle que pour être dans un écart acceptable, il faut avoir un écart relatif inférieur à 5%. Donc 30% d'écart relatif, on a un écart considérable. Proposer une hypothèse, alors je crois que c'est ça qui demande pour la question 2.1, montrer que le modèle n'est pas compatible. Ouais, on peut conclure en disant, sur une question comme ça, on pourrait conclure, donc, modèle incompatible avec la réalité. Proposer une hypothèse expliquant l'écart entre valeurs calculées et valeurs expérimentales. Bon, l'hypothèse, c'est qu'effectivement, le poids n'est pas la seule force appliquée. En fait, ils nous disent l'hypothèse de la seule force, c'est le poids. A priori, ça c'est faux, ok? Ben, c'est même faux. Donc, hypothèse expliquant l'écart entre valeurs calculées et valeurs expérimentales, c'est pas compliqué. L'écart est dû à l'hypothèse fausse de départ. Le poids n'est pas la seule force appliquée. Le poids n'est pas la seule force appliquée. On est vraiment sur le préambule des questions qu'on va retrouver après dans la suite en spé physique chimie de terminale, c'est juste fou. Là pour le coup en spé physique. On est tellement sur la continuité en spé physique terminale par rapport à la première et en spé chimie aussi parce que c'est la même chose. La chimie c'est tellement la continuité de la chimie première, c'est dingue. Il y a les frottements qui ne sont pas négligeables. Et oui, c'est parce que c'est la continuité, j'insiste et je répète, mais parce que quand tu as une bonne recette de gâteau, bah, tu as envie de la partager. J'insiste et je répète que pour moi, en fait, le but et la meilleure chose à faire, c'est d'anticiper le programme de physique-chimie terminale. Vu que c'est la continuité, vu que tu es frais dans ta tête quand tu termines la première, tu peux facilement basculer sur le programme de terminale. Et en plus de ça, tu as tellement de train d'avance qu'au mois de septembre, tu es d'équerre, quoi. Tu peux partir à fond et avoir des vraies bonnes notes dès le début et donc garantir un bon dossier Parcoursup dès le début. C'est tellement ça à faire. Je suis convaincu de la méthode. Déjà parce que je le vois avec les élèves qui le font et en plus parce que c'est la réalité. Tu as tellement de déceptions après sur Parcoursup d'élèves qui ont démarré trop tard leur année de terminale, qui ont chopé des mauvaises notes. Et après, ils arrivent quoi? Ils arrivent au mois de mars. Bon, tout le monde rêve un petit peu sur Parcoursup, ça met des vœux, etc. Mais t'en as, ils savent très bien qu'ils n'auront pas leurs vœux en fait. Pourquoi? Parce que les trimestres de terminale sont flingués. Parce que par exemple, tu as la grosse partie méca, le gros morceau méca en physique, qui va venir bien plomber les dossiers, les bulletins au mois de décembre, tu vois. C'est vers ce moment-là qu'on fait la méca en général. C'est les gros sujets en fait qui plombent les élèves. Mais il y a moyen de clairement pas être plombé en fait, juste en anticipant. C'est pas compliqué. C'est pour ça que je te renvoie vers ma masterclass Booster SPC. Toujours le lien en descriptif, tu connais. C'est ça qu'il faut faire, mon ami, si tu veux vraiment anticiper ta réussite sur Parcoursup. Question étude énergétique de la première phase du mouvement. On va passer sur les questions 3. Donc 3, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 4. 4 questions. Et on conclura la vidéo. On considère que la chute d'Alanostas durant les 50 premières secondes est verticale. Donc on est sur un mouvement rectiligne, vertical. L'action mécanique exercée par l'air et par l'air sur Alanostas et son équipement est modélisée par une force de frottement fluide F supposée constante. Donc là, c'est la fameuse question intéressante où on va prendre en compte les frottements. L'altitude d'Alanostas après 50 secondes de chute est de 30 375 mètres. Première chose qu'il faut faire, point méthodo, fais un petit schéma pour mettre les éléments d'information et que ça soit plus visuel. Ça, c'est les trucs simples, c'est les trucs de base, mais c'est les trucs qui changent tellement tout. Donc on va mettre un point A ici, et tu peux le faire sur ta copie. C'est pas un problème ça. Donc un point A, un point B, d'altitude ZB. On peut mettre les valeurs de ZA et ZB. ZB, ils nous disent 30 375 mètres. ZA, je ne sais plus combien ils avaient dit pour ZA. 41 148, c'était là, et puis c'était là aussi. 41 148. Ok. Bien. Bon, l'axe Z est fléché vers le haut, bien sûr. On va placer sur notre schéma les forces, même s'ils ne nous le demandent pas. Encore une fois, même s'ils ne nous le demandent pas, c'est pas grave. Nous, ça nous permet d'ajouter de la clarté à notre raisonnement.
Donc le poids, force verticale orientée vers le bas. Et cette fois-ci, on nous demande de prendre en compte une force de frottement fluide. Donc c'est les frottements liés à l'air. Hop, qu'on va faire orienter vers le haut. Parce que cette force-là, elle s'exerce dans le sens opposé au mouvement. Donc ton mouvement, il est vers le bas. La force F, elle est orientée vers le haut. Tu vas voir pourquoi c'est important de projeter en fait l'orientation des forces. Énoncer le théorème de l'énergie cinétique. Calculer la valeur de l'énergie cinétique à la fin de cette première phase. Donc question 3.1.1. Le théorème de l'énergie cinétique. La variation d'énergie cinétique entre deux points, donc ici ce sera du point A au point B, égale la somme des travaux des forces, de toutes les forces, exercées sur le système du point A au point B. Alors, qui est-ce que j'ai comme force? Tu vois, on pourrait faire en mode rédaction terminale spécifique chimie et écrire que le système c'est Alanostas et son équipement, que le référentiel c'est le référentiel terrestre supposé galiléen, et on pourrait écrire également que le bilan des forces, dans le bilan des forces j'ai quoi? J'ai la force de frottement et le poids. Voilà, c'est les deux forces qui sont prises en compte. Tu veux qu'on le fasse? On va l'écrire. Système, ça c'est vraiment rédaction type terminale. Système Alanostas, donc AE, plus équipement. Référentiel terrestre, supposé galiléen. On peut gagner des points aussi avec cette histoire de référentiel. Savoir dire quel est le référentiel d'étude pour tel ou tel mouvement. Supposé galiléen. Et toujours de dire que le référentiel est supposé galiléen si tu veux appliquer derrière les lois de Newton. Bilan des forces. Donc ça c'est vraiment, je te mets la rédaction qu'on retrouve après en méca en terminale. Bilan des forces. Donc la somme des forces extérieures, la résultante des forces extérieures, c'est le poids plus les forces de frottement fluide, petit f. Donc si tu prends la somme de tous les travaux des forces appliqués sur le système, ça te fait le travail sur le parcours AB du poids, plus le travail sur le parcours AB de la force F. Voilà à quoi est égale la variation de l'énergie cinétique sur le trajet AB. Il nous demandait d'énoncer le théorème de l'énergie cinétique. Alors on peut le simplifier un petit peu, mais on peut l'écrire sous cette forme-là, c'est suffisant. Parce qu'après, en fait, dans la suite des questions, on va devoir faire des applications numériques, donc on fera les simplifications après. C'est quoi? On va le laisser sous cette forme-là. Calculer la valeur de l'énergie cinétique, toujours dans la question 1, à la fin de cette première phase. Donc à la fin de la première phase, l'énergie cinétique finale, c'est l'énergie cinétique en B, c'est égal à 1 demi m VB au carré. C'est égal à 1 demi fois 120 fois... Et alors là, la vitesse, tu dois la mettre en mètres par seconde. N'oublie pas les unités, mets-toi dans les bonnes unités. Donc le VB, c'est quoi? C'est 1322. Donc on prend la vitesse réelle. Hein. Ok? La vitesse réelle, elle est indiquée ici, 1322 km/h. Et tu convertis ça en mètres par seconde. Donc 1322 divisé par 3,6. Et tu n'oublies pas le carré. L'erreur classique, c'est les élèves qui oublient le carré. Forcément, ton résultat est faux. Alors, 1 demi multiplié par 120 multiplié par 1322 sur 3,6 au carré. Alors, on va garder 3 chiffres significatifs, les 3 chiffres de 120 de la masse. Et on va écrire que l'énergie cinétique finale, elle est environ égale à 8,09. Donc 3 chiffres significatifs. Fois 10 puissance 6 joules. Et on met bien l'unité. Ok? Alors, ça c'est fait pour la question 3.1.1. Question 3.1.2. Exploiter ce théorème et montrer, donc c'est là, exploiter ce théorème, c'est-à-dire on va faire les simplifications, on va remplacer les travaux des forces par leur formule, etc. Montrer que la valeur de la force de frottement est de l'ordre de 4 10 puissance 2 newtons. Et de l'ordre de, ça veut dire qu'on ne nous demande pas de retrouver exactement 4 10 puissance 2, on nous demande de trouver proche de 4 10 puissance 2 newtons. Donc on cherche la force de frottement. On va faire ça sur une autre page. C'est la question importante en fait, c'est la question à forte valeur ajoutée. Non pas parce que c'est celle qui va coûter le plus de points, ça j'en sais rien, ça dépend des barèmes, ça dépend des profs.
mais c'est celle en fait où tu vas vraiment pouvoir vérifier si toi, en tant qu'élève, tu as compris et tu as les compétences sur ce type de questions et sur ce qu'on t'a appris en fait en première. Voilà. Et si toi, en tant qu'élève, tu as les compétences pour être à l'aise derrière à faire du calcul littéral en terminale. Ok, c'est pour ça que je dis question à forte valeur à ajouter, parce que c'est sur ce genre de questions qu'on va pouvoir vérifier ce genre de choses. Donc la variation d'énergie cinétique, c'est ECB moins ECA. Il va y avoir des choses à simplifier. Le travail du poids, on l'a déjà dit, le travail du poids c'est M fois G fois ZA moins ZB. On en a parlé, notamment, je dis on l'a déjà dit, mais on en a parlé dans la partie 1 de cette résolution d'exercice. Et le travail de la force F, eh bien c'est quoi? C'est F scalaire AB. Et tu te souviens tout à l'heure, je t'ai dit, c'est important de représenter les forces parce que c'est important d'avoir conscience de l'orientation des forces par rapport au vecteur déplacement. Bah là, typiquement, la force F est opposée au vecteur AB. Le vecteur déplacement AB, il est comme ça. Ok? La force F, elle est vers le haut. Conclusion, l'angle entre tes deux vecteurs, entre le vecteur AB et le vecteur force F, l'angle, il vaut 180 degrés. Tu as deux vecteurs qui sont opposés. Donc quand tu vas exploiter le produit scalaire, tu vas être en mesure de dire que ce produit scalaire, il est égal à F fois AB, là je parle plus des vecteurs, je parle des normes, fois cosinus et l'angle entre les deux vecteurs, si tu veux je mets juste le détail, angle entre F et AB, l'angle entre les deux vecteurs vaut 180 degrés. Et je répète que si tu visualises pas l'orientation des vecteurs, tu as toutes les chances de te tromper ici et de mettre la mauvaise valeur, ou carrément de mettre juste F fois AB, et donc de switcher le signe, et forcément si tu switches le signe, tu n'auras pas le bon résultat. Pourquoi je te parle du signe? Bah parce que là, en fait, c'est un angle de 180 degrés. Et le cos 180, ça fait quoi? Bah ça fait moins 1. Si tu as fait la trigo en première, en spémat, si tu as fait spémat en première, chose que j'espère fortement pour toi, eh bien tu sais que le cosinus 180, ça fait moins 1. Et là, on a un signe moins, tu vois, parce que F fois AB fois moins 1, bah ça fait moins F fois AB. Voilà pourquoi est-ce qu'il faut faire gaffe. Alors après, tout ça, ça reste la même chose tout du long. Ça, j'ai pas touché. Parce que M, G, je les connais, ZA, ZB, je connais. Et puis, pour les énergies, là, on va également faire une petite simplification. Parce que, je vais la faire dès cette étape-là. La vitesse VA est nulle. Comment je sais que la vitesse VA est nulle? En ayant bien lu mon énoncé. Ils nous disent, ils sautent sans vitesse initiale. Alors, ils ne le disent pas ici, ils le disent ici. Ils se laissent tomber. Voilà, là. Il s'est laissé tomber. Alanostas s'est laissé tomber. C'était dans les données de départ de l'exercice au tout début. S'il s'est laissé tomber, cette expression-là, ça veut dire que sa vitesse initiale est nulle. Ok, c'est comme ça qu'on l'interprète. Donc on va écrire, voilà, VA égale 0 mètres par seconde, entre parenthèses, dans l'énoncé, Alanostas s'est laissé tomber. Ok? Donc, l'énergie cinétique en A vaut 0. S'il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas d'énergie cinétique. Donc ça va dégager direct. Ok? Ça veut dire que là, tout du long, il te reste ECB. Et ECB, c'est quoi? C'est 1 demi mVb carré. Voilà. 1 demi mVb carré. Bon, ok, on a exploité le théorème de l'énergie cinétique. On l'a exploité pour sortir une expression littérale entre les éléments, différents paramètres, les différents éléments. Et de cette expression littérale, ce qu'il m'intéresse à isoler, c'est F, la force de frottement. Donc voilà, après il faut faire du calcul littéral. Je vais écrire que F fois AB, je te le fais en deux étapes, égale mg ZA moins ZB moins 1 demi mVb carré. Tu peux factoriser par m si tu veux et diviser par AB. Donc on va factoriser par m et diviser par AB. Ah mais attends, le AB c'est ZB moins ZA également. Bon, ok. Je vais pas factoriser par M en fait. Fois G fois ZA moins ZB. Le AB c'est ZA moins ZB, pardon. C'est pas ZB moins ZA, c'est ZA moins ZB. Moins 1 demi mVb carré sur AB aussi. Donc j'ai divisé en fait, j'ai divisé tout le membre de droite par AB. Ok? Et donc AB, la distance AB, c'est ZB, c'est ZA moins ZB. C'est la même chose. C'est juste que là, partout ici, le AB, je l'avais écrit ZA moins ZB. Mais en fait, c'est pareil.
Donc là, je simplifie. Il me reste que mg. Et puis, dans le monde d'à côté, je vais pas factoriser. Ouais, si on va factoriser par m. mvb carré sur 2 fois za moins zb. Ouais, allez, on va factoriser par m. Ça va me faire une étape de calcul en moins. vb carré sur 2za moins zb. Ok. Bon bah voilà, normalement la force F, on va trouver exactement ce qu'il nous demandait. Enfin, on va trouver à peu près 4 10 puissance 2, je pense. C'était 4 10 puissance 2. Ouais, 4 10 puissance 2. Donc M c'est 120. On prend 120. G on prend 9,8 ou 9,7. Bon, on n'a qu'à prendre 9,7 parce que prenons G égale 9,7 comme on est sur la première phase. Prenons G égale 9,7 Newton par kilogramme. Donc 9,7 moins VB. Alors VB, on va reprendre le 1322 sur 3,6. Donc ça, on place ça au carré. Et on divise par 2 fois et ZA moins ZB. Donc là, on a les altitudes. Je l'ai mis sur mon schéma. ZA, c'est 41 148. Moins ZB, c'est 30 375. Voilà. Donc on a 4,1 fois 10 puissance 2, c'est bon. 4,1 fois 10 puissance 2 environ Newton. Donc l'application est bonne. T'as compris pourquoi je t'ai dit que c'était la question, pour moi, en ce qui me concerne, à forte valeur ajoutée. Même si j'ai mis beaucoup de détails et que le calcul paraît très long, en fait, ici, on a ce qui s'apparente au calcul littéral. Et je sais trop bien, par expérience, hein, encore une fois, c'est pas de la vantardise, c'est parce que le cumul d'heures d'accompagnement et de coaching avec des élèves est juste énorme. Sur les 10 dernières années, les 15 dernières années même, qui viennent de s'écouler, j'ai vu trop d'élèves en fait galérer sur le calcul littéral. Et je sais très bien que c'est ça qui pêche, notamment en terminale, notamment en spé physique chimie. Parce qu'en spé physique chimie terminale, tu as du calcul littéral, tu as des maths, du coup, et tu as un programme dense. Voilà. Et si ça pêche sur les maths, et si ça pêche sur le calcul littéral, et si en plus tu n'as pas anticipé le programme et que tu as 3 trains de retard dès le début du mois de septembre, d'où viennent les mauvaises notes? D'où vient la galère? À un moment donné, l'un dans l'autre, tu comprends, hein, les choses elles sont liées. C'est pour ça que je te fais ce genre de vidéo, c'est pour ça que je mets le détail et que j'insiste en te disant ce genre de questions, c'est réellement important. Et c'est pour ça aussi que je te dis, si tu veux préparer ta spé physique chimie, viens voir ce que je te propose. C'est pas onéreux et c'est vraiment quali. Vraiment, vraiment, vraiment. Et pour le coup, ça sert. Parce qu'après, tu arrives en terminale et tu as déjà les clés pour le programme de SPC terminale. Pas de surprise, des bonnes notes dès le début. 4,1 fois 10 puissance 2 Newton. Question 3.1.2, fait. Question 3.1.3. Comparer la valeur obtenue au poids du système et conclure quant à la pertinence du modèle de la chute libre. On va terminer ça rapidement. Donc comparer, en fait quand on compare, c'est pas A machin est plus grand ou A machin est plus petit. Hein. Ça, c'est pas les comparaisons qu'on attend à ton niveau maintenant de première et encore moins de terminale. La comparaison, ça va être un rapport, ok, voire un écart relatif. Mais on peut tout simplement faire un rapport. Le poids, c'est M fois G. Donc on va le calculer. M, on reprend 9,7 parce qu'on a pris 9,7 pour F, donc on va garder 9,7. Le M, pardon, c'est 120 et G, on reprend 9,7. C'est ça que je voulais dire. Donc 120 fois 9,7. Donc tu vas trouver environ 1200. Donc P environ égal, on peut faire le calcul vraiment. On va garder 3 chiffres significatifs. 120 fois 9,7, ça te fait 1000, donc 1,16. On a 3 chiffres significatifs, ouais. Donc je prends juste 1,16 fois 10 puissance 3 Newton. Et on va aller calculer quel pourcentage représente la force F par rapport au poids. Donc, F sur P, quel est le pourcentage en termes de valeur? On fait 4,1 fois 10 puissance 2 divisé par 1,16 fois 10 puissance 3. Non, pardon, là je regarde pas le pourcentage, je vais regarder en fait le rapport des deux, c'est pas le pourcentage là. Mais ça suffit pour répondre à la question. 4,1, mais on peut aussi regarder le pourcentage, fois 10 puissance 2 sur 1,16 fois 10 puissance 3.
ça nous donne environ, j'ai gardé que deux chiffres, hein. Ouais, 0,35. 0,35. Donc, F, c'est 0, on va basculer sur le pourcentage en faisant comme ça, regarde. Regarde comment je vais procéder. F égale 0,35 fois P. Ok? Donc ça veut dire que F égale 35% fois P. Voilà comment je te ramène au pourcentage. La visualisation par le pourcentage. 0,35 fois P. 0,35 c'est bien 35%. Ok? Donc autrement dit, F représente 35% du poids. F représente 35% du poids. Ceci n'est pas négligeable. Donc pas négligeable. Pas négligeable. J'écris comme un cochon, mais c'est pas grave. Et c'est ça qu'on te demande. Comparer la valeur obtenue et conclure quant à la pertinence du modèle de la chute libre. Le modèle de la chute libre n'est pas pertinent. Donc modèle chute libre, non pertinent. Modèle chute libre, non pertinent. Voilà. Ok? Et pour la dernière question, peut-être qu'on peut faire à l'oral ou pas? Discuter également de la pertinence, ouais, on peut faire à l'oral, de la modélisation de l'action de l'air par une force de frottement constante. On pourra s'interroger sur le lien entre la valeur de cette force et celle de la valeur de la vitesse. En gros, est-ce que c'est pertinent d'utiliser, de dire que la force de frottement est constante? Bon, a priori, non. Parce que les forces de frottement, elles varient en fonction de la vitesse. Elles varient même en fonction du carré de la vitesse. Ça veut dire que plus la vitesse est élevée, plus les forces de frottement sont élevées. T'as compris le truc? Donc tu peux pas considérer que la force de frottement est constante sur toute la durée du mouvement. Ça voudrait dire que tu considérais que la vitesse est constante. Ce qui n'est pas le cas. Parce que si tu regardes l'évolution de la vitesse, alors même si ça c'est qu'une modélisation, mais grosso modo tu passes de 0 mètres par seconde et 50 secondes plus tard tu es à 367 mètres par seconde. Ok? La vitesse elle varie. Elle n'est pas du tout constante. On est d'accord? Donc clairement, c'est pas pertinent d'utiliser une force de frottement constante parce que, on peut répondre tout simplement en disant, parce que les forces de frottement dépendent de la vitesse. Voilà, et elles augmentent avec le carré de la vitesse. Bon bah j'espère que cette vidéo t'a plu et que cette résolution d'exercice t'a plu et que les rappels ont été utiles. Si c'est le cas, eh bien je t'invite à partager, diffuser, t'abonner à cette chaîne si c'est toujours pas fait. Merci d'avance à toi, merci d'avance à ceux qui le feront. Et puis voilà, n'oublie pas les conseils que je t'ai dispensés. Préparation réelle avant de terminer la première, c'est-à-dire il faut vraiment que tu sois capable de faire ce genre d'exercice. En plus de ça, réfléchis bien sur l'anticipation du programme avant de rentrer en terminale. C'est ça qui te permettra d'avoir réellement des bons résultats pour ton dossier, pour Parcoursup. Et puis si tu as le moindre question sur tout ce que je propose, n'hésite pas à me contacter. Insta, adresse email en descriptif ou dans la description. Et également, tu retrouves tous mes contacts sur mon site internet. Voilà, sur ce, tu as tout ce qu'il te faut. Je te dis à très bientôt et reste bien motivé, reste bien discipliné dans le travail. Ciao!